Bonjour Sophie, Bonjour Johan, comment vas-tu? super, contente d'être avec toi. Eh ben moi aussi je suis super content de t'avoir. Faut dire que tu as l'habitude des interviews enregistrées hein, en vidéo. C'est Donc vrai. Sophie Clergue aujourd'hui qui travaille avec les personnes hypersensibles, hein. Sophie, tu as développé tout un programme autour de cette thématique. Et bah, écoute, aujourd'hui je suis heureux de t'avoir avec moi puisqu'on s'est rencontrés nous-mêmes en se faisant coacher, hein, parce que pour avancer dans la vie, il faut pouvoir aussi se faire coacher. Et donc, bah, je vais te laisser un petit peu nous expliquer exactement ce que tu fais, qui tu es, c'est quoi ton histoire. Sophie, vas-y, explique-nous. Je vais essayer de la faire courte parce que je commence à avoir quelques années maintenant derrière moi sur ce sujet. Donc moi, j'ai découvert que j'étais hypersensible à 20 ans par différentes recherches parce que j'avais des somatisations en fait. J'étais une ancienne sportive de haut niveau, j'étais ingénieure télécom et en tant qu'ancienne sportive, devenir ingénieure et avoir un certain niveau de travail et de responsabilité, eh bien, en fait, j'avais arrêté complètement le sport. Et puis, je commençais à avoir le dos coincé, un peu de la tétanie musculaire, des migraines que j'expliquais pas. Donc, j'ai exploré un peu au départ des médecins généralistes et puis personne ne trouvait rien. Et on a tout d'un coup exploré la piste plutôt psychologique. À l'époque, les coachs n'existaient pas. Et du coup, je me suis retrouvée chez un vieux sage qu'un médecin généraliste connaissait. Et il m'a dit, bon, c'est quelqu'un qui fait un peu des miracles sur votre ensemble de symptômes qu'on appelle spasmophilie, en fait. Et on ne sait pas trop comment il s'y prend. Ce n'est pas un psychologue agréé, mais c'était un coach d'avant-garde, clairement. Il avait pratiquement 80 ans. Il avait voyagé partout dans le monde. Il avait fait plusieurs métiers. Et effectivement, en 6 mois avec lui, j'ai vraiment décidé de faire de mon hypersensibilité une force, déjà de reconnaître cette hypersensibilité, de reconnaître cette hyperempathie, de reconnaître cette intelligence émotionnelle qui était mal canalisée, mal utilisée, qui était un espèce de potentiel foiré, j'ai envie de dire. En fait, finalement, on se rend compte qu'on peut avoir un haut potentiel émotionnel, mais que si on ne le révèle pas dans la réalité, en fait, on va avoir un malaise qui va en découler. C'est Et quoi c'est les là que symptômes, par exemple, quand tu me dis ça, pour les personnes qui nous regardent et qui disent peut-être que ça me concerne, mais c'est quoi les symptômes d'être, parce qu'on parle de théorie là. Ouais. Ça peut se traduire par différentes choses chez différentes personnes, mais en gros, moi j'avais des douleurs de dos notamment, le cou qui était très très serré, des migraines, des tétanies musculaires, des impressions d'oppression, difficulté à respirer, des vertiges, des malaises. Après, il y en a qui peuvent avoir des problèmes digestifs, il y en a qui peuvent avoir ça peut être la dépression, hein. En fait, tout ce qui va être un mal-être et un malaise psycho-émotionnel va nous indiquer qu'il y a un déséquilibre dans la manière dont on gère notre vie. Et quand on est hypersensible, tous les déséquilibres sont très fortement déséquilibrants. Et finalement, on n'a pas tellement droit à l'erreur, hein. C'est ça qui caractérise les hypersensibles. On doit trouver cette voie du milieu et cet équilibre. Sinon, très rapidement, on va basculer dans des mal-être. Voilà, ça répond à ta question? Donc, quand tu dis trouver un équilibre, c'est-à-dire trouver sa place quelque part, c'est ça qui t'est arrivé, toi? Tu t'es dit à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je me comprends moi-même et puis j'aide les autres? Ouais, alors ça s'est fait un petit peu plus sur la durée que ça, mais oui, tout à fait. Déjà, cette personne me montre à quel point mon potentiel émotionnel n'est pas du tout utilisé dans mon métier d'ingénieur où je suis toute la journée derrière un ordinateur à faire des calculs, que je finis à 22 heures le soir, que je n'utilise plus mon corps, que je n'ai plus de sensations corporelles et que finalement, je mets que l'emphase sur l'intellect et que je ne suis plus équilibrée dans ce qu'aujourd'hui j'appelle l'approche intégrative et l'approche intégrale, qui est l'intégration de nos parts intellectuelles, émotionnelles, corporelles et intuitives. Et donc, ça comprend aussi nos valeurs et le sens qu'on veut donner à notre vie, hein. On parle d'alignement maintenant, tout le monde sait ce que ça veut dire. À l'époque, c'est vraiment ça que je comprends, c'est que je ne fais pas avec ce que je suis et j'essaye de faire avec ce que je ne suis pas. C'est-à-dire quelqu'un de purement basé sur le cognitif, la pensée. Non, je ne suis pas ça. Les ingénieurs à côté de moi, je vois, eux, ils sont totalement épanouis. Si tu veux, ce n'est pas un équilibre intrinsèque qu'il faut trouver, c'est l'équilibre qui nous correspond par rapport à nos potentiels. Quand on a un potentiel intellectuel très développé
et pas sur le reste, et qu'on fait un métier très intellectuel, on peut se sentir équilibré. Quand on est plus émotionnel, sensoriel et qu'on ne fait que de l'intellectuel, c'est là que ça ne va pas. Donc, c'est une vraie correspondance entre la vie qu'on choisit et les aptitudes qu'on a à la base, en fait. Tu vois, comme un potentiel de départ. Et donc, à ce moment-là, il me fait comprendre tout ça. Je change de vie totalement. Je quitte Paris, qui ne me nourrit pas l'essence de la manière dont j'ai besoin. Je quitte aussi ma relation amoureuse de l'époque. Je quitte mon job et je repars à zéro, en fait, quelque part. Alors, pas tout à fait, parce que j'aurais voulu à ce moment-là devenir coach, mais je me sentais trop jeune, pas assez expérimentée. Donc, du coup, j'ai quand même pris des ponts. Je suis passée dans la fonction commerciale, ingénieur d'affaires, puis manager commercial, où j'utilisais beaucoup plus mes aptitudes relationnelles et émotionnelles. C'était pas encore complètement ça. Après, j'ai pris un poste de directrice du développement économique pour une fédération patronale, où là, à la fois, je faisais du conseil en développement économique et du coaching pour ces patrons. Et là, c'est vraiment la révélation. Et là, je pars à San Francisco me former au coaching intégral et je lance mon cabinet il y a 12 ans. Et petit à petit, je me spécialise sur l'hypersensibilité au travail, les cadres et dirigeants hypersensibles. Waouh, Sophie, c'est super impressionnant. Merci. Et tu dis ça avec beaucoup de... Oui, c'est normal. Oui, bah, ça a été une évidence. En tout cas, tout n'a pas été facile, mais je me suis toujours sentie portée à partir de... C'est Paolo Coelho, hein, qui dit, quand on est sur sa légende personnelle, tout l'univers conspire à nous aider. Et clairement, j'ai eu beaucoup d'aide sur cette route-là. Et donc, Sophie, aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes exactement pour les personnes qui nous regardent? Alors, on a plusieurs parcours. On a un club déjà qui permet aux hypersensibles et aux cadres et dirigeants empathiques, parce que bon, vraiment, j'adresse la partie des hypersensibles qui est hyper empathique. C'est pas tous. Alors, c'est 80% des hypersensibles, mais c'est pas 100%. Et donc, ce club permet des rencontres régulières entre nous, permet de créer une communauté, permet des zones d'échange. Et ensuite, on a 2 parcours vraiment d'accompagnement et d'approfondissement en coaching qui durent 1 an chacun. Un pour les hypersensibles qui veulent être dans leur puissance intérieure et arrêter de subir leur hypersensibilité. Et un pour incarner sa vocation en tant qu'hypersensible et faire de ce don un chef-d'œuvre, en fait, et transmettre ce qu'on est et faire ce qu'on est, en fait. Donc, c'est plutôt de l'infuser dans son activité professionnelle ou dans son activité extra-professionnelle, d'en faire vraiment quelque chose. Dis Sophie, je ne veux pas être désobligeant, mais quand tu dis hypersensible, que vous vous groupez ensemble et tout, qu'est-ce que vous faites exactement? C'est quoi le, le parcours que tu peux proposer? Comment est-ce qu'on se reconnaît hypersensible et puis décide d'avancer? C'est un peu Ouais. Merci pour perturbant tout cette ça. question. Oui, alors déjà, moi, j'ai écrit un test. On m'a donné le feedback que c'était le test le plus complet qui existait. Et ça permet vraiment de savoir si on est dans cette catégorie dont je parle, des hypersensibles, hyperempathiques. Ensuite, l'idée, c'est dans ces parcours de grandir dans sa puissance intérieure, d'arrêter de subir. Donc, il y a du coaching en fait individuel, du coaching de groupe avec moi, des cercles de parole en groupe plus restreint pour vraiment qu'il y ait la communauté qui se crée et que les gens puissent partager de manière ouverte et sécure. Et il y a des modules vidéo pour apprendre la théorie et comment faire de cette hypersensibilité une force. Donc voilà, chacun amène ses problématiques propres et on les aide à ce que j'appelle se redresser dans leur verticalité, parce que la plupart des hypersensibles, hyperempathiques ont tendance à se plier en 4, à donner, à se centrer sur les autres, et c'est ce que j'appelle tomber dans son horizontalité. Et donc je leur apprends à être dans leur verticalité, arrêter de donner leur sève et ne donner plus que leurs fruits, si on prend la métaphore de l'arbre. Excellent. Et par rapport à ça, justement, ton parcours, il est uniquement digital alors aujourd'hui? Alors, moi, j'ai commencé il y a 12 ans avec mon cabinet. Et j'ai toujours eu environ 20-30% de digital depuis le début, puisque comme j'ai été formée à San Francisco, j'avais des clients un peu partout dans le monde. Je faisais ça aussi en anglais. Mais non, je faisais pas mal de présentiel aussi, du présentiel en entreprise, des parcours dirigeants, des parcours managers, des parcours pour les leaders empathiques en entreprise, des conférences en entreprise, des coachings individuels à mon cabinet aussi.
Et par contre, depuis le confinement, je suis passée en 90% digital. Ah, ok. Gros changement depuis le confinement. Et donc, ça a été quoi qu'est-ce qu'il a fallu mettre en place? C'est quoi la difficulté quand tu passes uniquement au digital alors? Ben, c'est de se rendre visible, en fait. Parce que moi, j'avais eu la chance, la grande chance de travailler qu'avec le bouche à oreille pendant 9 ans. Et là, l'idée, c'était de faire des parcours moins chers parce que j'avais des tarifs qui étaient quand même assez élevés puisque je travaillais avec des dirigeants, des entreprises. Et mon but, c'était de rendre beaucoup plus accessible, même si ça reste un budget, mais de rendre beaucoup plus accessible tout ce que je faisais à des particuliers qui étaient hypersensibles, qui n'étaient pas dans la même cible qu'avant. Donc, l'idée, c'était de, de me permettre d'accompagner beaucoup plus de personnes sans baisser ma qualité de service. Donc, c'était comment faire passer ces messages, comment communiquer, par quel vecteur, toutes les décisions qu'il y a à prendre pour savoir où se trouvent ces personnes qui pourraient bénéficier de mon service, en fait. Donc, il y a toute cette réflexion-là. Et donc, tu as dû mettre en place c'est quoi la difficulté de mettre en place l'acquisition des clients, en fait? Oui, exactement. J'étais sur les réseaux sociaux, mais tu vois, je l'utilisais comme en perso, en fait. Je mettais des photos voilà, de mon week-end, je disais coucou, je disais des petites phrases inspirantes, mais je n'avais pas une stratégie du tout d'acquisition, comme tu dis. Ça ne me parlait pas. Et comme moi, je travaillais par le bouche à oreille, je pensais que voilà, c'est comme ça qu'il fallait travailler, mais je ne faisais quasiment que du coaching individuel, alors que là, mon idée, c'était de pouvoir accompagner, parce que je voyais qu'il y avait une demande et je voulais y répondre, c'était de pouvoir accompagner. Là, ils sont 70 là, dans mes parcours, tu vois. Donc, pour accompagner 70 personnes, l'idée, c'est d'être visible et d'être vu. Donc, ça a été vraiment d'apprendre les médias sur lesquels je pouvais parler et comment parler. Avant de travailler sur ce canal d'acquisition, ton produit, de toute façon, enfin ton produit, on parle de service, mais je veux dire, c'est de la productivisation de service, comme on appelle ça. Ton produit, il était déjà prêt. Tu l'avais déjà testé, j'imagine, et il fonctionnait déjà. Ce qui te manquait finalement avec ce passage à la digitalisation complète, c'est amener les gens à te trouver, à te connaître. Exactement. D'abord, je l'ai fait effectivement dans mon réseau. J'avais démarré 2 sessions avec mon réseau. On avait des groupes de 10. Et puis, il a fallu passer à l'étape d'après et puis avoir tout un système derrière pour garder la qualité de service en augmentant le nombre de clients. J'ai monté une équipe. Il y a eu ça comme deuxième challenge parce que quand on y arrive à faire ce système d'acquisition et à être visible, en fait, derrière, il faut vraiment garder le niveau de qualité de service au top. Oui, et donc après seulement ça, quand tu as ton service qui est bien mis en place, tu peux allumer le robinet de la publicité, j'imagine qu'on parle Oui, de voilà, j'ai commencé après la publicité, en effet. Mais d'abord, j'avais vraiment testé la full digitalisation avec mon réseau. ouais. Et là, j'imagine que tu as rencontré quelques difficultés. Il a fallu apporter des corrections un peu à gauche, à droite. Et puis, une fois que tout roule, là, à ce moment-là, on peut passer à l'automatisation, comme on appelle ça. Oui, alors ça s'est fait assez progressivement et puis je me suis fait accompagner, hein, comme tu le sais. Vraiment, ça a été assez fluide. À chaque étape, j'ai su comment améliorer mon système, améliorer mes messages. J'ai eu la chance pendant le confinement, euh, tomber sur le réseau Clubhouse, qui est un réseau audio dans lequel on peut animer des tables rondes. Et ça a été un média qui m'a énormément parlé et qui a été très, très fluide pour moi. Et grâce à ça, ça a été assez rapide, en fait, le fait d'être visible et d'acquérir cette notoriété, on va dire. Et donc, super parcours, Sophie, félicitations. Moi, j'ai envie de te poser comme question pour ceux qui nous regardent, qui sont là, qui se disent par quoi je commence c'est quoi pour toi 3 clés du succès d'un entrepreneur? Alors, je dirais, la première clé, c'est d'être au clair avec qui on est. Et ça, c'est vraiment mon deuxième parcours qui s'appelle Vocation. C'est être clair avec qui je suis et comment euh, transmettre ce que je suis au monde. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui vient transmettre des parts de lui au monde sous la forme d'un produit, sous la forme d'un service. En tout cas, c'est quelque chose qui lui parle et qui lui donne l'impression qu'il est au bon endroit au bon moment, qu'il est venu un peu
là pour ça. J'aime pas trop parler de mission de vie parce que ça fait un peu comme âme sœur, tu vois. Genre, il y en a un, mais non, il n'y a pas qu'une mission de vie. Il y a plein de manières et de vecteurs de transmettre qui on est. Et l'idée, pour moi, des entrepreneurs à succès, c'est ceux qui livrent ce qu'ils sont et ce qui les anime vraiment. Hein. Et dans anime, c'est vraiment leur âme. Moi, ma boîte s'appelle Âme et Science. C'est comment mettre de la science sur les choses de l'âme. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'être résilient, persévérant et rebondissant. Euh, et d'avoir vraiment cette notion de l'échec n'est qu'un feedback. L'échec n'est qu'un feedback de je dois réajuster quelque chose. Ça ne veut pas tout remettre en question, ça veut simplement dire que la manière dont je l'ai fait là, y a quelque chose que je peux améliorer et qui va plus servir ma communauté. Et la troisième, c'est en lien avec ça, c'est se mettre au service de sa communauté. Donc, il y a ce qu'on a envie de transmettre, qui on est, mais derrière, si on n'est pas au service de sa communauté et qu'on veut transmettre quelque chose qui ne répond pas à un besoin, ça va tomber, ça va faire un flop. Donc, l'idée, c'est de se tester très vite, d'arrêter de théoriser trop ce qu'on va faire et de commencer avec 2-3 personnes qui peuvent être des clients potentiels pour vérifier à quel point ça répond à leurs besoins et co-créer avec sa communauté ce qu'on va livrer. Parce que c'est eux, en fait, qui savent mieux que nous. Ce qui marche pour eux, c'est l'expérience utilisateur. C'est vraiment se mettre dans la peau de l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, c'est une notion qu'on entend beaucoup, mais c'est tellement évident. Et nous, les hypersensibles et hyperempathiques, on a cette capacité, cette facilité plus grande que les autres à se mettre à la place de l'autre. Donc, utilisons-le dans l'entrepreneuriat pour se mettre dans les chaussures de l'autre et comprendre ce que c'est l'expérience de ce client dans notre entreprise. Avec peut-être aussi le fait d'accepter qu'un utilisateur, quand tu parles de communauté, ce sont des gens qu'on fédère autour de soi, autour de son projet, et qu'à côté de ça, il y a des gens qui n'aiment pas ou qui vont réagir d'une façon pas toujours très correcte vis-à-vis de la communauté. Et donc, Ouais. pas attirer à soi tout le monde. Alors, clairement, après, moi, j'ai une chance inouïe, c'est que je parle aux hypersensibles, hyperempathiques. Donc, en général, c'est des gens qui critiquent pas trop, même s'ils en pensent pas moins. Donc, j'ai vraiment peu de critiques. Mais du coup, le challenge, il va être là. C'est pour moi d'aller chercher les feedbacks négatifs aussi, de les aider un petit peu à les faire. Et d'ailleurs, ça fait partie du parcours pour qu'ils osent prendre leur place, pour qu'ils soient dans leur puissance intérieure, pour qu'ils développent leur assertivité. Je leur demande de se positionner par rapport à ce parcours en leur donnant la responsabilité de m'aider à l'améliorer aussi pour les futurs clients. Donc, c'est une co-création. Au sein de ta communauté, moi, je voulais dire quelque part, ta cible, elle est bien définie, ce sont les hypersensibles. Et donc, quelque part, ta communauté, ce sont les hypersensibles. Mais au dehors de ta communauté, on ne va pas forcément comprendre, quand tu t'exprimes, on ne va pas forcément comprendre ton message. C'est clair. Donc, il y a un travail à faire sur ce qu'on appelle aussi le persona, quoi. C'est le but de mon propos. Évidemment, c'est clair que, comme tu disais, apprendre du retour de ses clients, c'est important aussi. Mais je crois que dans la communauté, c'est clair qu'en dehors de ta cible, c'est parfois difficile de se faire entendre, quoi. C'est ce que je voulais dire. Oui, mais finalement, je me pose la question, quel est Enfin, moi, quelque part, j'ai décidé de me focaliser sur les personnes que j'accompagne et puis pour les autres, si ça ne leur parle pas, c'est leur choix et finalement, je ne m'en occupe pas. Ok, bah écoute, super. Sophie, moi je crois que quelque part ici, on a fait le tour, un super parcours, très belle leçon de vie, hein, quelque part, et avec un beau programme en perspective ici. Sophie, moi j'ai envie de te dire, c'est quoi le mot de la fin pour toi? C'est que l'hypersensibilité est une force et le digital me permet de déployer ce message à beaucoup plus grande échelle. Et c'est merveilleux, en fait, avec Clubhouse, en quelques semaines, on a eu plus de 10 000 personnes dans la francophonie. Dans notre parcours, on a des gens partout dans le monde. On a des gens au Costa Rica, on a des gens en Belgique, en Angleterre. Et ça, il n'y a que le digital qui permet ça. Et quelque part, la communauté de personnes qui sont finalement, alors je ne dirais pas une minorité parce qu'il y a quand même
20% minimum d'hypersensibles, donc ce n'est pas si minorité que ça. Mais finalement, il y en a plein qui disent, mais je me sentais tellement seule et là maintenant, je peux me sentir appartenir à cette communauté et je me comprends mieux et je me fais comprendre des autres et c'est merveilleux. Donc voilà, l'hypersensibilité est une force et le digital permet de le renforcer. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Écoute, de toujours prendre autant de plaisir et d'enthousiasme à servir cette communauté-là, parce que c'est vraiment un bonheur de chaque instant. Ah ben, écoute, voilà, je te le souhaite aussi. Et écoute, je te remercie d'avoir pris ces quelques instants pour qu'on puisse discuter ensemble et présenter qui tu es, ton programme, ton parcours et en quoi le digital, évidemment, te permet d'être ce que tu es aujourd'hui et de proposer tes services et tes offres. Je te remercie beaucoup, Sophie. Merci beaucoup, Johan, pour Je te ton souhaite, ouverture et tes questions. je te souhaite une excellente journée. À bientôt. Bientôt. Bye.